Bonjour et je vous souhaite la bienvenue à ce cours d'économétrie. Et aujourd'hui, notre leçon porte sur l'introduction à l'analyse des séries temporelles. Nous allons définir ce qu'une série temporelle, parler de la notion de processus générateur de données, d'un processus spécial qu'on appelle le processus bruit blanc, parler des caractéristiques d'une série temporelle et surtout parler de la stationnarité. Comment on peut décomposer en combien de parties une série temporelle peut être décomposée? Quel est le modèle utilisé ou quels sont les modèles qui sont utilisés pour modéliser les séries temporelles? Et nous allons parler d'une méthodologie qui est vraiment inhérente aux séries temporelles. C'est la méthodologie de Box et Jenkins. Et nous allons à la fin illustrer cette méthodologie en utilisant quelques données tiré de la République démocratique du Congo. En termes d'introduction, retenez d'abord qu'une série temporelle est définie comme une réalisation d'un processus aléatoire ou une suite d'observations sur une variable, mais qui sont ordonnées par le temps. Et on écrit souvent cette série temporelle de la manière suivante, comme une suite de nombres de réalisations de la variable yt. Et nous nous intéressons premièrement, lorsque nous étudions, nous analysons les séries temporelles, nous nous intéressons aux caractéristiques d'une série temporelle et cela est un prérequis pour faire l'analyse de ce type de données, donc les données en série temporelle. Et il faut retenir une chose, que les modèles de série temporelle ont une vertu descriptive et prévisionnelle plutôt qu'une vertu explicative, comme cela serait le cas avec les modèles que nous avons étudiés jusqu'ici, c'est-à-dire les modèles basés sur la théorie économique. Alors, mais il faut remarquer qu'en termes de prévision, les modèles des séries temporelles sont plus performants que les autres modèles que nous avons appris jusqu'à ce jour, surtout en ce qui concerne les prévisions à court terme. Et par conséquent, ces modèles sont plus adaptés pour la prévision de fluctuations économiques. L'expression série temporelle est utilisée généralement pour désigner trois objets. Premièrement, une série de variables aléatoires, bien sûr, alignées ou ordonnées par le temps, ou une série d'observations qui sont une réalisation concrète des variables aléatoires, ou alors les processus stochastiques qui a généré les données que nous avons observées. Et une série temporelle peut être décrite par 4, voire 5 caractéristiques. Premièrement, c'est la fréquence. Quelle est la fréquence de la série temporelle? Par la fréquence, nous entendons les temps écoulés entre deux observations successives que nous mentionnons ici, comme l'observation YT, de Y au temps T et Y au temps T plus 1. Ce temps écoulé est appelé la fréquence. Ainsi, nous distinguons ou nous avons plusieurs catégories en termes de fréquence. Nous avons les données annuelles, les données mensuelles, des données semestrielles, lorsque l'écart est un semestre, ou les données hebdomadaires lorsque nous avons affaire aux données qui sont séparées, qui sont à l'intervalle d'une semaine. Il y a également d'autres données qu'on appelle les données intrajournalières, qui sont des données qui représentent une fréquence plus élevée, pouvant aller jusqu'aux heures, aux minutes, pourquoi pas les secondes. La deuxième caractéristique, la deuxième description, c'est la durée. La durée, c'est la période au cours de laquelle les données ont été collectées ou la période au cours de laquelle la série temporelle a été observée. Et s'il n'y a pas de vide entre les différentes observations, alors la durée correspond à la fréquence multipliée par T, donc la taille de l'échantillon, ou le nombre d'observations. Ensuite, nous avons d'autres caractéristiques, la moyenne, la variance et la covariance. Et quand nous parlons de la moyenne ici, il s'agit de l'espérance mathématique de la série temporelle. Et cette moyenne est définie pour chaque observation. Chaque observation. Il en est de même de la variance, qui est définie pour chaque observation ou pour chaque élément de la série temporelle. Donc, en d'autres termes, on aura au total T moyenne, parce que T, c'est la taille de l'échantillon,
et on aura également T variance. Ensuite, nous avons les covariances. Et la covariance est calculée pour chaque période de temps T et pour chaque différence S, de telle sorte qu'il y a au total T au carré moins T covariance. Alors, T au carré, c'est quoi? Parce que la matrice de covariance a la dimension T. C'est une matrice T fois T. Donc, il y a T au carré éléments. Et quand nous regardons les variances, il y a au total T variances. Ce qui fait que le nombre de covariances est égal à T au carré moins T. Le nombre de variances qui constitue en fait la diagonale principale de la matrice de covariance. Mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est le nombre des covariances qu'on peut calculer. Et ce nombre est égal à T au carré moins T divisé par 2. Pourquoi? Parce que la matrice de covariance a une caractéristique spéciale qui est la symétrie. Donc, la covariance entre YT et YT moins S est égale à la covariance entre YT moins S et YT. Donc, à cause de cette propriété, on calcule au total T carré moins T divisé par 2. Alors, il y a un processus spécifique en économétrie des séries temporelles. C'est le processus qu'on appelle bruit blanc, ou de l'anglais white noise, bruit blanc. C'est un processus qui a les caractéristiques suivantes. D'abord, sa moyenne est nulle. Nous notons cela epsilon t, c'est le processus ou la série temporelle. Sa moyenne est égale à 0. Sa variance est constante et définie, donc inférieure à l'infini. Une variable constante est définie. Et puis les covariances entre deux variables prises, deux observations prises 2 à 2 est égale à 0. Donc, la covariance entre epsilon t et epsilon t moins k est égale à 0 pour tout cas différent de 0. Donc, ainsi, si vous avez une série ou une variable identiquement et indépendamment distribuée avec une moyenne nulle, alors vous avez affaire à un bruit blanc. Alors, il faut aussi noter quel modèle de série temporelle, comme on va voir. Il faudra spécifier les modèles de série temporelle. Et ça, ce n'est pas étrange pour vous parce que vous savez que la méthodologie économétrique commence par la spécification des modèles. Mais tout modèle de série temporelle qu'on peut spécifier sera bien spécifié si le résidu de sa régression est un bruit blanc. Ça, il faut retenir cela parce que nous allons utiliser ces faits vers la fin de la séance. Et il y a aussi une caractéristique très importante ou un concept très important qui va ensemble avec l'analyse des séries temporelles, c'est la notion de stationnarité. Et si vous avez encore en mémoire votre notion ou vos notions des mathématiques sur les équations différentielles, en fait, ce que nous sommes en train de faire ici, d'apprendre dans l'analyse des séries temporelles, ce sont les équations différentielles stochastiques ou aléatoires. Et là, en étudiant les équations différentielles, vous avez analysé la notion de stabilité. Parce que une équation différentielle représente un système dynamique de l'économie. Il y a la notion de stabilité. Alors, cette notion de stabilité a une contrepartie dans l'analyse des séries temporelles que nous appelons la stationnarité. Donc, la stationnarité équivaut à la stabilité. Et nous définissons la stationnarité comme étant la propriété d'une série temporelle à garder ses caractéristiques intactes ou inchangées à travers le temps, au passage du temps. Donc, sa moyenne reste intacte, sa variance reste intacte. Et quand nous parlons de caractéristiques, il s'agit en fait des moments de ces processus aléatoires qui représentent en fait la série temporelle. Et on distingue deux types de stationnarité. Il y a la stationnarité au sens strict et la stationnarité au sens large. Au sens strict, une série est stationnaire, une série temporelle est stationnaire si tous ces moments sont finis et invariants avec le temps. Donc, c'est invariant avec le passage du temps. Donc, ça veut dire quoi? Les moments de premier ordre, les moments de second ordre, de troisième ordre, en aussi grand nombre qu'il y a des moments, alors ces moments doivent être constants, finis à travers le temps. Là, on parle de la stationnarité au sens strict. Maintenant, la stationnarité au sens large,
c'est réduit seulement à quelques moments du processus aléatoire, notamment à la moyenne, à la variance et aux covariances. Donc, et cette stationnarité, au sens large, dit tout simplement qu'une variable stationnaire, d'une série temporelle est stationnaire si sa moyenne, sa variance et ses covariances sont stables ou invariants à travers le temps. Cependant, lorsqu'on parle, on a la variance et les covariances ou la covariance, alors il est plus facile de calculer une autre quantité qui est les coefficients de corrélation. Alors, les coefficients de corrélation doivent aussi être plutôt constants et finis. Alors, en résumé, une série stationnaire satisfait les conditions suivantes, les 4 conditions suivantes. Une moyenne constante et finie, une variance constante et finie, les autocovariances constantes et finies et les autocorrélations. Alors, pourquoi nous disons autocovariance, autocorrélation? C'est parce que les coefficients de corrélation ou les coefficients des covariances sont calculés entre les valeurs de la même variable. Donc, la variable au temps t et la variable au temps et la valeur au temps t et la valeur au temps t moins k. C'est pourquoi nous parlons des autocovariances et des autocorrélations. Alors, ces moments que nous avons, ce sont les moments théoriques. Les moments théoriques sont les espérances mathématiques, mais nous devons estimer cela sur l'échantillon. À ce moment-là, on va parler des moments empiriques. Empiriquement, la moyenne est approximée par l'espérance mathématique plutôt est approximée par la moyenne arithmétique. Et la variance est calculée également empiriquement en utilisant les écarts au carré par rapport à la moyenne et vous les pondérez par la taille de l'échantillon. Les autocorrélations également sont calculées à partir des données. Alors, une remarque très importante, quelques remarques, 3 d'ailleurs. La première, c'est celle-ci. Alors, si une série temporelle est stationnaire, cela veut dire que s'il y a un choc à cette série temporelle, s'il y a eu un choc à un certain moment dans l'évolution de la série, ce choc va finir par disparaître avec le temps. C'est la notion de la stabilité, les retours à la moyenne. Donc, cette propriété est appelée les retours à la moyenne. Et aussi, il faut retenir que tout processus bruit blanc est stationnaire. Ça doit vraiment être retenu. Tout processus bruit blanc est stationnaire. Mais cependant, toute série temporelle qui est stationnaire n'est pas un bruit blanc. Ça, c'est juste une conséquence des propriétés de la définition de la stationnarité. Alors, l'élément important qu'on va considérer ici, dans l'analyse des séries temporelles, au départ, c'est d'abord les autocorrélations. Et les autocorrélations sont calculées sur base à différents décalages, à différentes périodes. On calcule d'abord l'autocorrélation entre les temps t et les temps t-1, entre les temps t et les temps t-2, entre les temps t et les temps t-3, et ainsi de suite. Alors, toutes ces covariances-là, toutes ces autocorrélations peuvent être représentées par une fonction qui représente en fait les autocorrélations par rapport aux différents décalages. Et cette fonction est appelée la fonction d'autocorrélation ou, disons, la fonction d'autocorrélation empirique ou les corrélogrammes. Alors, si une série est stationnaire, son corrélogramme, sa fonction d'autocorrélation empirique va décroître de façon exponentielle. Les valeurs des autocorrélations vont diminuer, aller vers 0 très rapidement, comme nous avons illustré ça ici, dans ces graphiques. Et si la série n'est pas stationnaire, alors sa fonction d'autocorrélation va décroître très lentement. Et là, je ne voudrais pas fixer de quelle fonction d'autocorrélation s'agit-il ici. Je parle en général de la fonction d'autocorrélation. Alors, on peut transformer les séries temporelles. Et la transformation des séries temporelles est très importante. Pourquoi? Parce que les séries temporelles économiques et financières ne sont pas généralement stationnaires. Donc, vous n'allez pas trouver
toutes les données, la plupart des séries, des variables macroéconomiques et financières, monétaires, et ainsi de suite, ces variables-là ne sont pas toujours stationnaires. Ainsi, il faut les rendre stationnaires. Et pour les rendre stationnaires, cela demande une transformation des données. Transformer les données jusqu'à les rendre stationnaires. Alors, il y a quelques transformations possibles. La première, c'est d'abord la possibilité de convertir les variables en taux de croissance. Et cela peut produire une série temporelle qui est stationnaire. L'exemple le plus simple, c'est la conversion de l'indice des prix à la consommation en taux d'inflation. Donc, vous convertissez une variable en taux de croissance. Cela, ça vous donne en fait une série temporelle. Ou si vous voulez aussi convertir le PIB en taux de croissance économique. Donc, vous aurez une série temporelle stationnaire. Une autre façon possible de trouver de transformer les données, c'est d'utiliser la transformation logarithmique. Et généralement, elle est utilisée lorsqu'on a affaire à une variable une série temporelle qui exhibe une croissance linéaire. Donc, on peut ainsi, une variable qui a une croissance exponentielle, on peut la transformer avec le logarithme pour obtenir une série qui a une croissance linéaire. Et une autre transformation qui est généralement utilisée, c'est la différenciation. La différenciation, c'est une transformation qui, en fait, qui est la plus utilisée, comme je disais tout à l'heure, pour stationnariser les variables, les séries temporelles. Elle consiste tout simplement à différencier, à transformer une série temporelle en différence entre ces variables successives. Par exemple, nous pouvons calculer la différence de premier ordre de la manière suivante, et nous notons cela delta yt, qui est égal à y au temps t moins y au temps t moins 1. Alors pourquoi nous disons différence première? C'est parce que nous retranchons de yt la valeur yt moins 1. Et on peut aussi parler de la différence seconde, donc la différence d'ordre 2, qui peut être facilement trouvée en calculant la différence de la première différence. La première différence de la première différence vous donne la deuxième différence, et ainsi de suite. Et on peut ainsi transformer une série non stationnaire en une série stationnaire. On peut aussi recourir à la différenciation logarithmique. C'est-à-dire vous avez transformé une donnée, une variable en différence, en logarithme, et puis par la suite, vous prenez la différence. Ou alors, vous pouvez éliminer la tendance. L'élimination de la tendance est aussi une transformation qui est utilisée pour stationnariser les séries temporelles. Ainsi, pour éliminer la tendance, qu'est-ce qu'il faut? Il faut régresser la série sur un polynôme en temps, hein, des degrés k, par exemple. Et si k est égal à 2, ce sera un polynôme de deuxième degré. Donc, vous allez régresser la série temporelle sur une tendance, une composante linéaire et une composante quadratique. Non? Et puis, vous retranchez la partie estimée ou ajustée de ces modèles que vous avez estimés à la variable départ pour obtenir une série résiduelle en fait qui est stationnaire. Alors, remarque, une série qui devient stationnaire après avoir été différenciée autant de fois est appelée une série stationnaire en différence. Et on note DS, Difference Stationary. Et le nombre de fois que vous différenciez une série est appelé, que vous différenciez une série avant qu'elle ne devienne stationnaire est appelé l'ordre ou le degré d'intégration. Et on dira ainsi que la variable, la série temporelle, est intégrée d'ordre D, c'est-à-dire, et on écrit I de 2. Donc, vous différenciez par exemple une série temporelle, par exemple, la masse monétaire. Généralement, la masse monétaire est intégrée d'ordre 2. Elle demande d'être, dans la plupart des cas, d'être différenciée 2 fois avant qu'elle ne devienne stationnaire. À ce moment, on dirait que la masse monétaire est une variable intégrée d'ordre 2. Autre remarque, c'est qu'une série temporelle qui devient stationnaire après avoir éliminé la tendance
est appelée une série stationnaire en tendance. On note TS, Trend Stationary. Alors, parlons de la décomposition d'une série temporelle. Retenez qu'une série temporelle a trois composantes. Il y a d'abord la tendance déterministe, la composante saisonnière et la composante irrégulière. Donc, on peut noter ici YT est égal à une tendance plus une composante saisonnière plus une composante irrégulière. Et la tendance déterministe peut être décrite comme un polynôme en temps, comme je viens de dire tout à l'heure quand je parlais de transformation. Un polynôme en T, qui représente le temps. Donc, elle peut être décrite de la manière suivante. Donc, T est égal à un polynôme en T. Et généralement, on considère une tendance linéaire ou une tendance quadratique. Maintenant, la composante saisonnière peut être décrite de la manière suivante. S est égal à C par sinus de 2pi multiplié par T divisé par D. Et ça définit la tendance, c'est la composante saisonnière. Et dans cette formulation, D représente la périodicité de la saisonnalité. Par exemple, si vous avez des données mensuelles, alors la périodicité D est égale à 12. Et la composante irrégulière peut être trouvée en fait de façon résiduelle et elle peut être définie par un modèle de série temporelle. En fait, les modèles de série temporelle que nous allons voir, dans la plupart des cas, les modèles de série temporelle ont comme objectif de décrire ou d'estimer la composante irrégulière d'une série temporelle. Juste une illustration ici, nous avons une série temporelle qui est là. Vous regardez, vous voyez elle est en train de croître, d'évoluer autour d'une tendance qu'on peut isoler. Mais il y a aussi une composante saisonnière, un comportement saisonnier qui peut être isolé et un comportement irrégulier qui peut également être isolé. Alors, parlons des modèles, les modèles des séries temporelles. En ce qui concerne les modèles des séries temporelles, il y a une famille de modèles que nous appelons les modèles ARMA, donc les modèles autorégressifs moyenne mobile, donc Autoregressive Moving Average Models. Et ces modèles sont utilisés pour représenter les processus générateurs de données. Alors, quel est le processus aléatoire qui a généré les données? En fait, la stratégie qui est utilisée pour étudier les séries temporelles, c'est de demander aux séries temporelles quel est le processus qui vous a généré, quelle est la moyenne, quelle est la variance du processus qui vous a généré, quels sont les paramètres du processus qui vous a généré. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas un modèle qui est imposé, mais au contraire, on interroge les données pour dire quel est le modèle qui vous a généré. Donc, le processus générateur des données. Alors, nous avons dans cette famille ARMA deux composantes. La partie autorégressive qui, en fait, qui représente les modèles dans lesquels une variable dépendante est exprimée comme une fonction de ses valeurs passées ou ses valeurs décalées jusqu'à une période P dans le temps, une période passée P dans le temps. Et on note cela ARDP, autorégressive, donc modèle autorégressif, et les P qui entre parenthèses, c'est l'ordre du processus, de ce processus, et l'ordre équivaut en fait au nombre de décalages dans le passé. Ensuite, nous avons les modèles à moyenne mobile, MA, dans lequel la variable dépendante YT est exprimée comme une combinaison des réalisations passées d'un processus aléatoire jusqu'à un décalage Q déterminé. Et on note cela, MAQ. Q, c'est l'ordre. Donc, le nombre de décalages du processus aléatoire qui permet de modéliser la série. Alors, ces modèles ARMA, MA, sont utilisés pour estimer la composante irrégulière d'une série temporelle et éventuellement sa composante saisonnière. Alors, considérons d'abord les modèles autorégressifs. C'est un modèle, comme je disais tout à l'heure, où la variable dépendante au temps t est exprimée comme une combinaison linéaire en fait de ses valeurs passées et aussi d'une réalisation fraîche d'un processus aléatoire
bruit blanc. Alors, par exemple, on peut parler des modèles autorégressifs d'ordre 1 où seul les décalages d'ordre 1 est considéré et les modèles autorégressifs d'ordre 2 où on considère 2 décalages. Et dans chacun de ces modèles, nous pouvons considérer ou introduire une constante ou un intercept. Ensuite, nous avons les modèles à moyenne mobile, les modèles MA, où nous avons la variable dépendante qui est exprimée comme une suite, comme une combinaison linéaire des valeurs passées d'un processus aléatoire epsilon et d'une réalisation fraîche du même processus aléatoire. Et ici, alors, on peut, dans la spécification, on pose généralement que phi 0 est égal à 1. Alors, par exemple, nous pouvons considérer en fait les modèles d'ordre 1, moyenne mobile d'ordre 1 et moyenne mobile d'ordre 2, comme nous l'avons fait dans les cas passés. Ensuite, on peut combiner les deux processus, les deux composantes ensemble pour constituer ce qu'on appelle les modèles ARMA, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la composante autorégressive et la composante moyenne mobile. Et cette fois-là, l'ordre est égal à PQ et nous écrivons ARMA entre parenthèses PQ. P, la composante autorégressive et Q, la composante moyenne mobile. Et nous pouvons écrire ces modèles de la manière suivante. Et quelques exemples ici pour les modèles ARMA 1.1, les modèles ARMA 1.2 et ainsi de suite. Remarque très importante. L'estimation du modèle ARMA PQ, remarquez bien ici, P peut être égal à 0, Q peut également être égal à 0. Par exemple, un modèle ARMA P est égal, c'est un modèle ARP, c'est un modèle ARMA P0. OK? Alors, l'estimation de ces modèles de série temporelle n'aura du sens que si la variable est stationnaire. OK? Pourquoi? Parce qu'une variable stationnaire, une série temporelle qui n'est pas stationnaire a tendance à exploser dans le temps. Et c'est difficile de faire la prévision d'une telle variable. Et concernant les processus autorégressifs, si la somme de tous les coefficients du modèle, bien sûr à l'exception de la constante, la somme de tous les coefficients des combinaisons linéaires des décalages, si cette somme est égale à 1, on dira que la variable ou les processus autorégressifs a une racine unitaire. Racine unitaire, pourquoi? Parce que la somme de ces coefficients est égale à 1. Et une série temporelle qui est modélisée par un processus ARMA, après stationnarisation par différenciation, est appelée un modèle ARIMA. Donc, vous avez une série temporelle qui n'est pas stationnaire, vous la stationnarisez après autant de différences, et maintenant, ça ne va plus s'appeler ARMA, ça va s'appeler ARIMA. Donc, et vous devez tenir compte de cela en intégrant les degrés de l'ordre de différenciation de cette série temporelle. Donc, vous avez un modèle ARIMA P, D, Q comme un paramètre. Alors, estimation. Comment estimer? Là, nous avons parlé de la spécification, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la manière de le faire de façon concrète. L'estimation du modèle. Dans cette estimation, il y a, comme j'avais annoncé au début, une méthodologie spéciale qu'on va utiliser. C'est la méthodologie de Box et Jenkins qu'ils ont développée en 1976. Alors, l'objectif de cette méthodologie, c'est quoi? C'est de trouver un modèle les plus parcimonieux pour les processus stochastiques qui a généré la série temporelle. Et par un modèle parcimonieux, on entend un modèle qui fait un bon ajustement des données observées, mais en utilisant un nombre raisonnable ou les minimums des paramètres. Alors, ce modèle-là sera appelé un modèle parcimonieux. Mais il est clair de dire que ce qui est recherché ici, ce n'est pas un modèle parfait ou à faire un ajustement parfait. Mais ce qu'on cherche, c'est justement un ajustement raisonnable qui a moins de paramètres. C'est cela même l'idée de la parcimonie. Alors, parlons de la méthodologie de Box-Jenkins. En quoi consiste-t-elle? Cette méthodologie consiste en 3 étapes. La première étape, c'est l'identification du processus qui a généré les données. L'identification.
Ensuite vient l'estimation et puis le diagnostic des résidus du modèle. Rappelez-vous, je vous ai dit que pour qu'un modèle soit bien spécifié, il faut que les résidus issus de son estimation soient bruit blanc. Et pour appliquer la méthodologie, il faut que la série soit stationnaire, c'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut que le modèle qui a été estimé soit en mesure d'être représenté sous forme d'un processus autorégressif d'ordre infini ou convergent. C'est ce qu'on appelle la condition d'inversibilité. Donc, on peut inverser les processus. Parlons de l'identification. Pour identifier une série temporelle, pour trouver le processus qui a généré les données, on utilise des instruments. Le premier instrument, c'est la fonction d'autocorrélation, que je vais appeler la fonction d'autocorrélation simple. Et le deuxième instrument, c'est la fonction d'autocorrélation partielle. Ce sont ces deux instruments-là qui vous permettent, premièrement, d'identifier la nature du modèle, du processus. Est-ce que c'est un processus autorégressif ou un processus moyenne mobile? Et quel est son ordre? Ce sont les deux qu'il faut utiliser. Alors, parlant de la fonction d'autocorrélation, j'ai déjà montré, quand je parlais des caractéristiques d'une série temporelle, comment on peut calculer la fonction d'autocorrélation, et même quand j'ai parlé de la stationnarité. Donc, il faut tout simplement appliquer sur les observations empiriques la formule de calcul des autocorrélations, bien sûr, à différents décalages, et les représenter graphiquement. Donc, vous représentez les autocorrélations contre les décalages et ça vous donne la fonction d'autocorrélation. Et juste pour illustrer cela, pour quelques modèles, la fonction d'autocorrélation des modèles autorégressifs d'ordre 1 est obtenue en élevant tout simplement les coefficients autorégressifs à la puissance k, et k qui correspond au décalage. Donc, quand nous avons le décalage 0, ça veut dire que nous sommes au temps t. Le décalage 1, nous sommes une période dans le passé, le décalage 2, deux périodes dans le passé. Alors, retenez ceci. Pour un modèle autorégressif d'ordre 1, il y a une condition nécessaire et suffisante que ce processus soit un processus stationnaire. Quelle est cette condition? C'est que les coefficients autorégressifs doivent être inférieurs à 1 en valeur absolue. Et pour un processus moyenne mobile, la fonction d'autocorrélation est définie de la manière suivante. Pour k est égal à 0, la fonction d'autocorrélation est égale à 1. Ça, c'est une caractéristique générale. Pour tous les modèles, ρ0 est égal à 1 dans tous les cas. Pourquoi? Parce que la variance au temps 0 est égale à la variance. Et la covariance au temps 0 est égale à la variance. Donc, le rapport vous donne 1. Et lorsque k est égal à 1, l'autocorrélation d'ordre 1 est calculée de la manière suivante. Et l'autocorrélation d'ordre k supérieur à 1 est égal à 0 pour un modèle moyenne mobile d'ordre 1. Mais on peut démontrer que pour tout processus moyenne mobile d'ordre Q, les coefficients d'autocorrélation sont différents de 0 pour k inférieur ou égal à Q. Et lorsqu'on atteint Q, après Q, toutes les autocorrélations deviennent nulles. Donc, pour k supérieur à Q, les autocorrélations deviennent nulles. Donc, quand les autocorrélations s'estompent, cela vous donne déjà l'ordre. Ça vous donne l'ordre ou le nombre de décalages qu'il faut pour les modèles, la composante moyenne mobile. Alors, la fonction, pour rappel, les autocorrélations sont calculées en utilisant les contreparties empiriques des moments théoriques. Alors, parlons maintenant de la fonction d'autocorrélation partielle. Celle-ci, la notion d'autocorrélation partielle est similaire à la notion de corrélation partielle. Parce que la corrélation partielle entre deux variables x et y, si nous avons des variables x, y, z, alors la corrélation partielle entre x et z, c'est la corrélation, le coefficient de corrélation qui tient compte de l'effet ou qui élimine l'effet de y. Et ici, en termes de série temporelle, la corrélation partielle entre les variables xt et xt moins k, c'est celle-là qui tient compte, qui élimine les effets des autres variables qui sont au milieu entre xt et xt moins k. Alors, les coefficients d'autocorrélation partielle peuvent être estimés en utilisant
les spécifications autorégressives de degré 1, d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, ainsi de suite. Alors, pour les coefficients d'autocorrélation partiels d'ordre 1, on estime les modèles suivants. Un modèle autorégressif d'ordre 1. Et on va s'intéresser uniquement aux coefficients du terme autorégressif d'ordre 1. Et ces coefficients-là nous donnent les coefficients d'autocorrélation partiels d'ordre 1. Et pour les coefficients d'autocorrélation partiels d'ordre 2, on estime les modèles autorégressifs d'ordre 2 et on prend uniquement les coefficients les coefficients qui correspondent au décalage d'ordre 2. Et c'est là qui constitue l'autocorrélation partielle d'ordre 2. Et si vous connaissez la relation, vous connaissez toutes les autocorrélations simples, vous pouvez calculer les autocorrélations partielles en les combinant, comme par exemple ici. L'autocorrélation partielle d'ordre 1 est égale à l'autocorrélation simple d'ordre 1. Et parce que là, l'autocorrélation partielle d'ordre 1 est donnée par les modèles autorégressifs d'ordre 1. Et vous pouvez généraliser la formule pour différents ordres des autocorrélations que vous voulez calculer. Alors, comment se comporte la fonction d'autocorrélation partielle de certaines variables, de certains modèles? Alors, pour les modèles autorégressifs d'ordre 1, la fonction d'autocorrélation partielle, donc la première autocorrélation partielle est différente des zéros. Ça, il faut retenir. Donc, vous regardez la fonction d'autocorrélation simple et la fonction d'autocorrélation partielle. Vous analysez les comportements des deux et vous déterminez si ces comportements correspondent à ce que nous décrivons théoriquement ici. Donc, la première autocorrélation partielle doit être différente de 0, mais toutes les autres autocorrélations doivent être égales à 0 pour k supérieur à 1. Donc, différent de 0 pour k égale 1 et 0 pour k supérieur à 1. Il en est de même pour les processus autorégressifs d'ordre P. Toutes les autocorrélations simples, je vous l'ai dit, toutes les autocorrélations partielles sont nulles jusqu'à l'ordre de la série temporelle, du processus autorégressif. En d'autres termes, les coefficients d'autocorrélation partielle est différent de 0 pour k égale à 1 jusqu'à P. P qui est l'ordre en fait. Et 0 au-delà du décalage P. Mais pour un processus moyenne mobile, la fonction d'autocorrélation décroît de façon... La fonction d'autocorrélation partielle décroît de façon exponentielle ou oscillatoire vers 0 et très rapidement. Alors que sa fonction d'autocorrélation simple s'estompait en fait au niveau où cela déterminait l'ordre. En fait, si vous comparez les comportements de ces deux pour les modèles autorégressifs et les modèles moyenne mobile, vous allez vous rendre compte que la fonction d'autocorrélation simple du modèle je vous l'ai dit, la fonction d'autocorrélation simple du modèle moyenne mobile, du processus moyenne mobile, se comporte, je reprends, la fonction d'autocorrélation partielle du processus moyenne mobile se comporte comme la fonction d'autocorrélation simple du processus autorégressif. Et la fonction d'autocorrélation partielle du processus autorégressif se comporte comme la fonction d'autocorrélation simple du modèle moyenne mobile. Ça, c'est très important à retenir. Et ce beau tableau vous donne en fait la façon dont les fonctions d'autocorrélation se comportent. Et ça doit être votre ami pour vous aider à identifier les modèles. Un bruit blanc, par exemple, a toutes les autocorrélations nulles, que ce soit partielles ou autorégressives. Donc, la deuxième colonne ici vous donne les comportements de la fonction d'autocorrélation simple et la troisième colonne vous donne les comportements de la fonction d'autocorrélation partielle. Donc, vous avez tout ce que je vous ai dit, j'ai repris ça ici. Seulement, il faut retenir qu'au niveau du modèle ARMA, du processus ARMA,
le comportement suivant est affiché par les fonctions d'autocorrélation. La fonction d'autocorrélation simple décroît exponentiellement ou de manière oscillatoire à partir du décalage Q, alors que la fonction d'autocorrélation partielle décroît exponentiellement ou de manière oscillatoire à partir du décalage P. Alors, l'observation ou l'analyse des fonctions d'autocorrélation nous permet bien sûr d'identifier les modèles adéquats pour modéliser, en fait, pour représenter la série temporelle. Mais on peut aussi faire un test statistique. Et ces tests statistiques, c'est ce qu'on appelle les tests Q, qui sont en fait les tests qui testent, excusez-moi la tautologie, des tests qui nous permettent de vérifier si une série temporelle est stationnaire. Et ça, c'est une façon formelle de faire la chose. Et pour ce faire, il y a deux types de tests. Il y a les tests de Box-Pierce et les tests de Young-Box, qu'on va voir. Mais dans tous les cas, l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse de la stationnarité. Donc, si toutes les autocorrélations de 1 à m sont nulles, selon les tests les décalages qu'on va déterminer, alors on peut se dire que, que la série est stationnaire. Mais si au moins un coefficient d'autocorrélation n'est pas égal à 0, alors on dirait que la série n'est pas stationnaire. Retenez, la statistique du test est celle-ci. C'est Q qui est égal à T multiplié par la somme des carrés des autocorrélations empiriques. Et retenez que cette série, cette statistique suit une loi de Q-carré avec m degrés de liberté. Et ce test est beaucoup utilisé et est beaucoup approprié lorsque nous avons affaire aux échantillons larges. Le deuxième test, c'est le test de Lungbox. Celui-ci est appliqué aux échantillons quand nous avons les échantillons de petite taille, de taille faible. Alors, c'est justement tout simplement un raffinement de la statistique des Box-Pierce. Mais cette statistique suit aussi la loi de Q-carré. Et vous savez comment vous décidez prendre la décision statistique sur base de la statistique de Q-carré. C'est-à-dire, il faut rejeter l'hypothèse nulle lorsque la statistique calculée est supérieure à la valeur critique dans la table de Q-carré. Mais une autre manière de le faire, de décider, c'est de regarder aux valeurs P, à la valeur P. Alors, dès que vous avez identifié et estimé, vous pouvez estimer les modèles que vous avez identifiés peuvent être estimés. Si ces modèles est un modèle, vous avez identifié un modèle autorégressif, vous n'avez qu'à utiliser la méthode des moindres carrés ordinaire pour estimer les modèles. Mais si vous avez identifié un modèle, un processus moyenne mobile ou un processus ARMA, à ce moment-là, la méthode à utiliser, c'est la méthode du maximum de vraisemblance. Alors, après avoir estimé, il faut diagnostiquer les résidus. Et ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est de vérifier si les résidus de la régression de ces modèles que nous avons identifiés est un bruit blanc. Si les résidus ne sont pas bruit blanc, alors le modèle n'a pas été bien spécifié et ce qui est demandé aux chercheurs, c'est de rentrer à l'étape de la spécification pour éventuellement identifier un autre modèle. Alors, en bref, l'algorithme de Box-Jenkins est présenté de la manière suivante. Donc, vous avez une variable, une série temporelle, vous trouvez ces fonctions d'autocorrélation simples et partielles. Et ici, vous pouvez aller jusqu'à, parce qu'on peut se poser la question, jusqu'où allons-nous partir dans cette fonction? En fait, il faut prendre jusqu'au quart des observations que vous avez dans la fonction d'autocorrélation. Et cela vous permet d'identifier l'ordre de la partie haute de la composante autorégressive ainsi que l'ordre de la composante moyenne mobile. Et s'il faut, si vous trouvez que la série n'est pas stationnaire, vous pouvez la différencier, vous pouvez enlever la tendance pour pouvoir obtenir une série temporelle stationnaire avant de continuer avec les analyses. Alors, l'estimation, je vous ai déjà dit, un modèle autorégressif, on applique la méthode de monde carré. Un modèle moyenne mobile ou ARMA, on applique la méthode du maximum de vraisemblance. Alors, il peut arriver
qu'à la fin de votre processus, parce qu'en fait, la sélection du modèle n'est pas unique. Vous pouvez arriver à sélectionner plusieurs candidats et vous devez tester si parmi ces candidats, il y a les meilleurs candidats. Vous allez voir dans l'exemple qu'on va bientôt faire. Et si vous trouvez qu'il y a plusieurs variables qui sont bons, plusieurs modèles qui sont bons, c'est-à-dire qui font un bon ajustement sur base, ou c'est-à-dire qui produisent des résidus qui sont bruit blanc, alors vous devez maintenant recourir à un autre critère pour sélectionner les meilleurs. Ce sera les critères d'information que vous devez utiliser. Alors, pour mettre tout cela en musique et pour vous montrer toutes ces techniques, nous allons analyser les prix de la farine de maïs. Les données viennent de l'INS, dans l'Institut national des statistiques, les prix sur la farine de maïs, donc la mesure de la farine de maïs. Nous avons ici une série temporelle, une série chronologique. Sa fréquence est égale à 12, parce que nous avons les données mensuelles, et le nombre total d'observations est égal à 72. Donc, vous pouvez d'abord, la première chose à faire, c'est de représenter cette série graphiquement, comme nous l'avons ici. Vous pouvez déjà, à partir de cette représentation graphique, vous faire une idée. Est-ce que cette série est stationnaire? Est-ce que cette série évolue autour d'une tendance? Ou est-ce qu'elle représente quelques composantes stationnaires? Ce sont les analyses que vous pouvez déjà vous faire un petit commentaire pour vous convaincre un peu du comportement de cette série. Alors, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez regarder aux fonctions d'autocorrélation. J'ai ici la fonction d'autocorrélation simple à gauche et la fonction d'autocorrélation partielle à droite. Alors, quand j'observe les deux, je commence d'abord par la série, la fonction qui est à gauche. En observant, je peux voir que les fonctions d'autocorrélation décroissent, ou les valeurs d'autocorrélation décroissent assez rapidement vers 0. Alors, tout ce qui est entre les deux barres bleues, toutes les valeurs là sont statistiquement nulles. Il n'y a que les valeurs qui sortent de cet intervalle de confiance, c'est un intervalle à 95%. Ce sont ces variables, ces valeurs qui sont significatives. Par exemple, ici, nous avons combien de variables, des valeurs significatives? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand je regarde la fonction d'autocorrélation partielle, je vois une seule barre qui est significative. Alors, je peux me faire une idée. Je peux avoir ici affaire à un modèle autorégressif d'ordre 1. Pourquoi? Parce que les comportements de la fonction d'autocorrélation simple me montrent qu'il y a une décroissance rapide des autocorrélations vers 0. Et puis par la suite, il y a une seule barre qui est significative dans la fonction d'autocorrélation partielle. Donc, je peux me faire une idée qu'il s'agit là d'un modèle autorégressif d'ordre 1. Mais cependant, parce que les comportements des fonctions d'autocorrélation du modèle autorégressif se comportent à l'opposé de ceux des fonctions d'autocorrélation du processus moyenne mobile, je peux aussi me dire qu'il s'agit d'un processus moyenne mobile. OK? Un processus moyenne mobile peut-être d'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Parce que pour les processus moyenne mobile, la fonction d'autocorrélation simple s'estompe après le décalage. Alors, je peux me dire un processus d'ordre moyenne mobile d'ordre 1, moyenne mobile d'ordre 5, par exemple. Alors, je peux dire il s'agit d'un modèle mixte, autorégressif mixte. OK, autorégressif moyenne mobile. Alors, je peux également regarder aux différentes valeurs des autocorrélations. Alors ici, pour votre information, je suis en train d'utiliser les logiciels R pour les estimations. Alors dans les logiciels R, il y a la fonction ACF et la fonction PACF qui nous permettent d'obtenir ou d'estimer ou d'obtenir les graphiques de les fonctions d'autocorrélation ou les valeurs estimées elles-mêmes. Alors ici, nous avons les valeurs suivantes. Les valeurs qui sont estimées sont là. Les autocorrélations, okay, c'est la deuxième ligne ici, et la quatrième ligne qui vous donne les autocorrélations. Les autocorrélations simples, empiriques simples. Et ici, nous avons les autocorrélations empiriques ou les
corrélation partielle empirique. OK. Mais je peux aussi me dire en regardant, je dis, mais cette série n'est pas stationnaire. Et je peux la stationnariser. Et ce que j'ai ici, ces graphiques représentent la série différenciée. La série différenciée, c'est-à-dire j'ai pris la différence première parce que je vous ai dit, la différenciation, c'est l'une des stratégies ou des méthodes, des techniques utilisées pour stationnariser les séries temporelles. Alors ici, j'ai utilisé la fonction, la commande diff, okay? La fonction diff dans R avec l'option diff égale 1 pour déterminer l'ordre d'intégration. Et quand je stationnarise, en fait, je différencie ma série, je représente cela graphiquement. Vous voyez ce que j'ai purement une série qui a presque toutes les autocorrélations étant nulles. Et ici, je vois ici dans la fonction d'autocorrélation simple, une seule barre. Et dans la fonction d'autocorrélation multiple, plutôt l'autocorrélation partielle, toutes les autocorrélations sont nulles. Je peux me dire, voilà, j'ai affaire à un modèle moyenne mobile d'ordre 1. En fait, ici, à un certain moment, ça deviendra de l'art pour vous, mais vous devez vous y habituer. Donc, vous commencez par sélectionner un certain nombre des modèles candidats, plutôt, et vous les estimez et vous sélectionnez les meilleurs. Alors ici, j'ai retenu, ça c'est les tests en fait, les tests de stationnarité. J'ai fait les tests de stationnarité sur la variable pour savoir si la variable est stationnaire. Alors je prends, alors ici je veux, pour ceux qui ont déjà eu des notions des séries temporelles, je ne suis pas en train de faire les tests des racines unitaires. Okay? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Ce test viendra dans la prochaine leçon sur les séries temporelles parce que je vous annonce que cette série sera donnée en 2 séances. Cette leçon sera donnée en 2 séances. Il y a cette séance qui est vraiment introductive et l'autre qui va prendre quelques aspects un tout petit peu avancés. Alors, j'ai fait les tests qui carré. Avec un décalage, je vais ici rejeter l'hypothèse que l'autocorrélation d'ordre 1 est égale à 0. Et avec le décalage 2, je teste l'hypothèse de la nullité conjointe de la première et la deuxième autocorrélation. Cette hypothèse est également rejetée parce que P, la valeur P est égale à 0.00. De même quand je fais les tests avec un décalage de 6. Alors, en fait, je me fais maintenant une idée de retenir les modèles autorégressifs d'ordre 1, les modèles autorégressifs d'ordre 2 et aussi un modèle mixte. Et dans tout ça, j'ai aussi des modèles ARIMA 1, 1, 1. Et l'idée ici, c'est de privilégier des spécifications parcimonieuses. Alors, après avoir retenu ces 3 modèles candidats, je les estime. Alors, la commande pour estimer, c'est ARIMA. Okay? Vous avez ARIMA, c'est la commande. Vous déterminez la série temporelle que vous voulez estimer et vous déterminez l'ordre. L'ordre ici est déterminé sous forme d'un vecteur. Parce que j'estime les modèles autorégressifs d'ordre 1, P, en fait, les 3 paramètres, c'est P, Q, plutôt P, D, Q. P est égal à 1, D est égal à 0, Q est égal à 0, donc c'est un modèle autorégressif d'ordre 1. J'ai l'estimation ici, et ça me donne les paramètres autorégressifs, et ça me donne également l'intercept estimé, et l'écart type, et la variance des erreurs. Et parce que ici, on me donne également la valeur de la fonction de vraisemblance ainsi que la valeur du critère d'Akaike. Alors, j'ai fait la même chose pour les modèles MA d'ordre 1. Remarquez là-bas que j'ai 0, 0 pour l'ordre 0, 0, 1. Et j'estime ici, j'appelle tous les résultats que j'ai ici MA, donc pour dire estimation du modèle MA. Alors, j'ai fait la même chose pour le modèle ARMA 1, 1 et les modèles ARIMA 1, 1, 1. Voilà, j'ai les 4 modèles candidats. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans la suite? C'est de vérifier si les résidus issus de chaque modèle estimé
est un bruit blanc. Voilà, c'est l'étape suivante. Alors, voici les graphiques des différentes séries résiduelles. Alors, ça, c'est les résidus du modèle AR1, les résidus du modèle MA1, les modèles ARMA 1.1 et les modèles ARIMA 1.1.1. Alors, à partir de ces graphiques, vous pouvez vous faire déjà une idée. Quand vous observez très bien, vous remarquez que il y a 3 séries qui montrent que, nos 3 graphiques qui montrent que les séries correspondantes, donc les résidus, évoluent autour d'une certaine moyenne, ou dans la moyenne nulle ici. Vous voyez, ça, autour d'une moyenne, pour les modèles autorégressifs d'ordre 1, pour les modèles ARMA 1.1 et pour les modèles ARIMA 1.1.1. Mais cela n'est pas le cas pour les modèles MA. Ça vous donne déjà une idée sur la spécification ou l'exactitude de la spécification du modèle. Donc, ça vous met déjà un peu de doute sur la bonne spécification du modèle MA1, donc le modèle moyenne mobile d'ordre 1. Alors, après avoir représenté graphiquement les séries résiduelles, je peux ici représenter les fonctions d'autocorrélation simples. J'ai la fonction d'autocorrélation simple des premiers résidus, du modèle autorégressif d'ordre 1, moyenne mobile d'ordre 1, ARIMA, ARMA 1.1 et ARIMA 1.1.1. Et vous remarquez que la suspicion qu'on aurait eu en regardant les graphiques se confirme ici. Parce que pratiquement, la plupart ou presque toutes les autocorrélations sont à l'intérieur de l'intervalle de confiance pour les 3 autres modèles. Évidemment, vous savez qu'au décalage 1, au décalage 0, la fonction de corrélation est toujours égale à 1. Donc, ne vous inquiétez pas de ces 1 qui est sorti là. C'est théoriquement justifié. Alors, mais toutes les autres autocorrélations sont nulles. Mais contrairement au résidu du modèle MA1 où vous avez 1, 2, 3, 4, 5 autocorrélations qui sont en dehors, donc qui montrent qu'il n'y a pas la stationnarité. Ces résidus ne sont pas stationnaires. Alors, maintenant, on doit vérifier sur les 3 modèles. Parce que nous avons en fait, déjà, bon, on ne peut pas d'abord éliminer les modèles mobiles comme ça, il faut le faire sur base d'une décision statistique. Alors, j'ai passé les tests des box-Pierce sur chaque résidu. Alors, voici les résultats que j'ai ici. Pour les premiers modèles, ici, l'hypothèse nulle, c'est la stationnarité. Pour les premiers modèles, la statistique du test, c'est 16,295. Degré de liberté 19, la valeur P 0,6375 ou 75 si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on décide à ce moment-là? Parce que la valeur P est supérieure à 0,05, il n'y a pas d'évidence pour rejeter l'hypothèse nulle. Okay? Il n'y a pas d'évidence pour rejeter l'hypothèse nulle. Alors, on continue. Pour les modèles MA, on rejette l'hypothèse nulle. On rejette l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est quoi? C'est la stationnarité. Donc, l'hypothèse nulle est rejetée. Dans le 3e et 4e cas, on ne peut pas non plus rejeter l'hypothèse nulle. Donc, en d'autres termes, quel est le message que nous avons ici? Sur les 4 modèles qu'on avait spécifiés d'avance, il y a un modèle qui n'a pas fait un bon ajustement. Donc, nous éliminons ces modèles-là. Mais cependant, nous restons avec 3 modèles qui font un bon ajustement. Alors, quel est le modèle que l'on va retenir? Parce que les 3 modèles ont des résidus stationnaires, des résidus qui sont bruit blanc. En fait, le test qu'on fait ici, c'est le test de bruit blanc. Alors, quel modèle allons-nous retenir? C'est à ce moment-là qu'on peut recourir à d'autres critères. Le premier critère, par exemple, on peut dire, on va regarder au critère de parcimonie. C'est-à-dire, on va retenir le modèle qui a moins de paramètres. Ou alors, retenir les modèles qui minimisent un certain critère d'information. Alors, si nous nous basons sur la parcimonie, c'est-à-dire les modèles où on estime moins de paramètres, je crois que le modèle qui va être choisi, c'est les modèles autorégressifs d'ordre 1, parce que là, nous n'avons qu'un seul paramètre à estimer. Mais avançons un peu dans notre analyse.
Considérons maintenant les critères d'information. Dans chaque estimation du modèle, il y avait eu la valeur du critère d'Akaike, du critère d'information d'Akaike. Alors, j'ai pu récupérer toutes les valeurs de ces critères-là. Le premier modèle, c'est un critère, le critère c'est 889.36. Deuxième modèle, ARMA 1.1, 890,90. Troisième modèle, ARIMA 1.1.1, c'est 879, si vous voulez bien, 0.55. Alors, sur base de ces critères, quel est le modèle qu'on va choisir? On va choisir les modèles qui minimisent les critères d'information. Et il est clair ici que les modèles qui minimisent les critères d'information, c'est le modèle ARIMA 1.1.1. Parce qu'ici, nous avons 879, les critères c'est 879.55 et les critères, et là nous avons 889.35. Mais le problème n'est pas terminé, l'analyse ne s'arrête pas là. Allons maintenant considérer la signification des différents paramètres estimés. Vous comprenez bien que ces processus d'analyse des séries temporelles, ça demande beaucoup de patience, si je peux dire ici. Il faut patienter dans l'analyse, il faut y aller mollo mollo pour savoir estimer, identifier les véritables modèles à retenir. Donc, remarquez ici, avant qu'on avance, sur base du critère de parcimonie, c'est le modèle autorégressif d'ordre 1 qui peut être sélectionné. Et sur base du critère d'information, c'est le modèle ARIMA 1.1. Donc, déjà, le modèle ARIMA 1.1 n'est plus à considérer. Alors, avançons un peu avec notre analyse. Alors, on s'intéresse maintenant à la signification statistique des paramètres. Alors, quand vous considérez ici, en fait, pour ceux qui travaillent déjà avec le logiciel R, vous avez besoin de charger des packages avant de pouvoir utiliser certaines fonctions de R. Ici, les packages que j'utilise, c'est LMTest pour avoir ces éléments. Alors, je cherche en fait à savoir quel est le niveau de signification des différents paramètres. Alors, les paramètres autorégressifs, alors vous pouvez juger la signification des paramètres de deux façons ici, en utilisant les valeurs Z, la statistique Z, ou alors les valeurs P. Alors, en ce qui concerne les valeurs Z, la règle est la suivante. Rejeter l'hypothèse nulle si Z est supérieur ou égal à 1.95. Sur base de ces critères, vous voyez déjà qu'aucun coefficient n'est significatif. Et sur base de la valeur P, les critères est les suivants. Rejeter l'hypothèse nulle. Et quelle est l'hypothèse nulle? C'est que les composantes, chacune de ces composantes est nulle. C'est-à-dire la composante autorégressive est nulle et l'hypothèse alternative, c'est que ce n'est pas nul. Alors, on rejette l'hypothèse nulle lorsque la valeur P est supérieure, peut-être je voulais dire, est inférieure au C de signification choisi. Et les C de signification les plus utilisés en économie, c'est 0.5, 0,05 ou 0,01. Ça veut dire 1% de marge d'erreur ou 5% de marge d'erreur. Alors, sur base de cela, comment peut-on interpréter les deux critères? Si vous utilisez deux critères et ces paramètres, ça vous amène à la même conclusion. Aucun de ces paramètres, ni les paramètres autorégressifs, ni les paramètres moyenne mobile n'est significatif. Donc, ce modèle a des coefficients, bien qu'il a une valeur, un critère d'information, la valeur du critère d'information est la plus faible, mais les coefficients ne sont pas significatifs. Qu'allez-vous faire avec un modèle qui n'est pas significatif? Voilà. Alors, on continue l'analyse. Concernant les modèles ARMA 1.1, ici, nous avons la composante autorégressive qui est significative. Et là, quand on met 3 points, 3 stars, 3 étoiles ici, ça veut dire le coefficient est significatif à 1%, à 0,001%. 2 stars, c'est 0,00. 3 stars, 0,001. 2 stars, 0,01. Un seul star, 0,05. Et quand il n'y a pas de stars, donc ce n'est pas significatif. Alors, ici, dans les modèles ARMA 1.1, la composante
autorégressifs où seuls les coefficients autorégressifs et significatifs, bien sûr avec la constante aussi qui est significative. Alors, on avance. Bien sûr, ces modèles n'ont pas été retenus sur base du critère d'information. Et nous en arrivons au modèle autorégressif d'ordre 1 que nous estimons également. Et nous remarquons ici que les deux paramètres, d'abord les paramètres autorégressifs est largement significatif, c'est-à-dire significatif au seuil de 0,001%, c'est-à-dire il y a 0,999 degrés de confiance, en fait, 99,9% de confiance dans les résultats que nous obtenons. Alors ici, ce modèle est significatif. Alors nous sommes maintenant devant ces problèmes. On doit choisir l'unique modèle qui représente en fait ces données. Sur base du modèle du critère de parcimonie, nous avions choisi le modèle AR1, autorégressif d'ordre 1, parce qu'il y a un seul paramètre à estimer. Et sur base du critère d'information, nous avions retenu le modèle ARIMA 1.1. Mais en regardant la signification de plus près les modèles estimés, on s'est rendu compte que le modèle ARIMA 1.1 n'a aucun paramètre, aucun coefficient significatif. Et par conséquent, nous pouvons mettre ces modèles de côté et nous allons retenir comme modèle qui a généré les variables, les données que nous avons, les modèles autorégressifs d'ordre 1. Donc voilà, chers amis, comment vous pouvez analyser une série temporelle. En fait, l'étape suivante consisterait maintenant à calculer certaines caractéristiques de la série temporelle. Par exemple, sa moyenne. Quelle sera sa moyenne? Quelle est la moyenne de la série temporelle observée? Et quelle est sa variance? Okay? Alors, pour trouver la variance, vous devez d'abord chercher vous aurez besoin de la variance du terme des résidus et du coefficient autorégressif pour pouvoir obtenir la variance. Et pour obtenir la moyenne, vous avez besoin de l'intercept et du coefficient autorégressif. En fait, vous aurez l'intercept divisé par 1 moins les coefficients autorégressifs. Ça vous donne la moyenne de la série. En fait, faites très attention. Dans votre cours de statistiques, on vous a appris la moyenne arithmétique. Vous avez calculé la moyenne arithmétique comme étant la somme des xi ou des yi divisé par la taille de l'échantillon. Mais ici, la moyenne d'une série temporelle, ce n'est pas la moyenne arithmétique. Pour calculer la moyenne d'une série temporelle, il faut d'abord estimer la moyenne, la série temporelle en question, et utiliser ces coefficients estimés pour calculer sa moyenne et pour calculer sa variance. C'est très important. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui, nous arrêtons là pour la séance sur l'introduction à l'analyse des séries temporelles. La prochaine séance va porter aussi sur les séries temporelles. Donc, la prochaine séance sur les séries temporelles va avoir quelques thèmes pas vraiment, un peu avancés et on va faire encore plus d'analyse. Pour le moment, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye.